Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Face aux douleurs de l'endométriose, les patientes cherchent des solutions, certains charlatans en profitent. Corset, pilule ou bicyclette, notre invitée Annabelle Hirsch vient nous parler de 100 objets qui racontent une histoire des femmes et qu'elle présente dans son livre. Et puis il y a 100 ans, Paris accueillait déjà les Jeux Olympiques. Les femmes tentaient de s'y faire une petite place parmi les athlètes. L'endométriose touche environ 10% des femmes. Le diagnostic prend en moyenne 5 ans et nécessite souvent des examens invasifs. Un test salivaire à 800 € pourrait tout changer, mais la Haute Autorité de Santé française veut d'abord étudier la pertinence de le rembourser. En attendant, près de 2 millions de Françaises touchées cherchent des solutions contre leur douleur. Groupe de parole, tisane ou imposition des mains, certaines méthodes frôlent le charlatanisme. L'enquête de Justine Wild, Raphaël Durosel et Fabienne Blévis. Marie-Jeanne Roch est épuisée. Ses règles sont si douloureuses qu'elle peut à peine les supporter. Vomissements, malaise, autant de symptômes de l'endométriose. Elle a vu des gynécologues en ville et à l'hôpital sans résultat. Alors elle s'est tournée vers des médecines alternatives. Un jour, elle se rend chez une naturopathe. En fait, elle ne connaissait pas du tout la pathologie. Et c'est elle qui m'a prescrit des jeûnes en hiver en me disant « vous allez récupérer de l'énergie, ça va aller mieux, vous allez voir ». En fait, pas du tout. Au bout de 4 semaines, j'avais perdu 4 kilos. Déçue, elle s'inscrit dans un groupe d'hypnose en ligne. Il est animé par une femme qui se dit guérisseuse. Un jour, elle me dit « ah, une place s'est libérée, ma présence divine t'a choisi ». Elle a commencé à proposer des séances en groupe. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et là, il y avait une femme qui avait un cancer, une femme qui avait un vaginisme. C'était complètement n'importe quoi. Chaque consultation coûte 60 €. Marie-Jeanne Roch n'est pas soulagée. Pire, elle réalise qu'elle est sous l'emprise de cette femme et de ses discours. C'est moi qui ai la possibilité de te guérir. Tu suis tout ce que je te dis à la lettre. Elle s'attribue ce pouvoir-là qu'on lui a été conféré pour guérir les femmes. Aujourd'hui, elle ne sait toujours pas comment apaiser ses douleurs. Priscilla Saraco dirige une association de femmes atteintes d'endométriose. Ses offres de soins un peu obscures, elle les connaît bien. Elle en reçoit une centaine tous les ans. J'aimerais partager un accompagnement énergétique pour l'endométriose. Je propose ce type de soins depuis plusieurs années de manière informelle dans un cercle de recommandations et de confiance. Bon, là, par exemple, on refuse ce type d'échange parce qu'on ne sait pas, même le thérapeute, d'où il va prendre ses idées, comment il fait. Nous, voilà, on n'a pas de recul là-dessus. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas. L'auteur de ce message, nous l'avons rencontré en caméra cachée. Nous prétendons souffrir d'endométriose. L'homme se présente lui-même comme un magnétiseur. Il affirme avoir déjà guéri une jeune femme de cette maladie par des soins dits énergétiques. Ça, ce sera le deuxième. Tous mes soins, on ne sait pas pourquoi c'est ce qui guérit, mais je guéris. Il nous explique ensuite sa méthode. Je fais des points. Si on pose les mains après, là où on a guéri, et puis voilà, ça passe. Les médicaments, ça sert à quelque chose? Pour moi, non. Il nous propose de nous revoir pour commencer les soins, mais la prochaine fois, il faudra le rémunérer. Il faut qu'il y ait un échange, moi et la personne. Un échange monétaire. Nous avons rapporté ces propos à un médecin, spécialiste de l'endométriose. C'est du charlatanisme, ça n'est pas prouvé comme étant efficace et relevant d'une prise en charge adaptée à la patiente qui a l'endométriose, pas du tout. À ce jour, aucun traitement ne permet de guérir l'endométriose. Habituellement, les médecins prescrivent la pilule. Lorsque les femmes ne sont pas suffisamment soulagées, la Haute Autorité de Santé ne recommande alors que 3 médecines complémentaires, le yoga, l'acupuncture et l'ostéopathie. Qu'ont en commun des billes en bois d'élan, des poches ou bien une machine à écrire? Eh bien, elles racontent tout un aspect de la vie des femmes. C'est le sujet sur lequel s'est penchée Annabelle Hirsch. 100 objets racontent une histoire des femmes, l'ouvrage qu'elle signe aux éditions Les Arènes. Annabelle Hirsch, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez choisi les objets comme fil rouge, ça vous permet de raconter les femmes sous des angles très différents. Il y a des objets qui vous touchent plus ou moins, notamment l'un dont l'histoire est vraiment très émouvante. Ça s'appelle le sac d'Ashley. Qu'est-ce qu'il raconte ce sac ?
Alors c'est un petit sac en coton qui nous raconte un épisode particulier de l'histoire de l'esclavagisme, qui est la séparation des familles. Donc souvent, quand le propriétaire d'une plantation mourait, ses héritiers se partageaient les biens. Et donc, les esclaves faisaient partie de ces biens. Et donc, à ce moment-là, souvent, les familles étaient séparées. Et c'était le cas de Rose, la mère, qui a été séparée de sa petite fille Ashley. Et avant cette séparation, elle lui a donné ce sac. Elle l'a rempli avec des noix de pécan, avec une tresse, avec une robe. Et comme elle a dit, avec tout son amour. Et donc, c'est un espèce de safe space, comme un kit de survie pour cette fille qui l'emporte avec elle et qui n'aura jamais revu sa mère. Et cette inscription a été écrite beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, par la petite fille d'Ashley, qui donc était une femme libre. Ça montre très bien comment un objet peut raconter une histoire extrêmement intime et en même temps un des moments les plus tragiques de notre histoire humaine. Vous parlez aussi des fillettes à travers un objet, c'est une poupée, mais ça n'est pas ni une Barbie qui donc représente le glamour, ni un bébé et donc la maternité, c'est une petite combattante. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Alors, cet objet se trouve au Louvre et quand je l'ai trouvé, j'étais très surprise parce que ça montre une Amazone. Donc, l'image de l'Amazone dans la Grèce antique, c'était vraiment l'anti-femme ou la femme qui fait peur, la femme qui est une combattante. Et pourtant, apparemment, ils fabriquaient des poupées d'Amazone qui donnaient aux petites filles. Et donc, je trouvais ça très intéressant parce que ça me faisait penser à cette idée qu'on a aujourd'hui de donner des jouets qui sont non-genrés aux enfants pour leur dire tu peux autant être justement une combattante qu'une femme au foyer selon ce qui te plairait. Donc je trouvais ça intéressant juste au fait de réfléchir à qu'est-ce que ça a pu vouloir dire et de ce clash entre la réalité de la vie des femmes et cette figure totalement imaginée de l'Amazone qui n'a jamais existé, en tout cas dans ces termes-là. Vous parlez aussi d'objets de mode. Alors on pense évidemment au corset, mais c'est pas l'objet qui a le plus retenu mon attention. C'est la poche. Parce qu'aujourd'hui encore, souvent, les poches des femmes dans les pantalons sont ridiculement petites. Dans les robes, souvent, il n'y en a pas. Et pourtant, c'est à la fois un objet de libération des femmes et c'était aussi, vous dites dans le livre, un objet qui représentait la virginité. Oui, en fait, c'est intéressant parce que apparemment, c'est au XVIIe siècle que ça a changé, qu'avant, les femmes et les hommes avaient tous les deux des poches un peu dans ce genre-là. Et au XVIIe, on a eu l'idée qu'une poche très pleine était le symbole d'une femme de petite vertu. Et les poches sont devenues vraiment un espèce d'enjeu des féministes aussi. Au XIXe siècle, il y a eu le suffragette suit et qui était rempli, je crois, de 60 poches. Parce que le costume des suffragettes, qui a fait la une, je crois, dans le New York Times à l'époque, parce que donc les poches qu'on a sur soi donnent une liberté de mouvement. Finalement, tout ça, c'est une question de mouvement, ce qui est très intéressant d'ailleurs dans l'histoire des femmes, la question du mouvement, d'avoir ces poches sur soi où on peut mettre ce dont on a besoin, veut dire aussi on peut partir quand on veut. Sens. Vous vous intéressez aussi à des objets plus modernes. Le dernier qui est présenté dans le livre, c'est le Pussy Hat. C'est un objet qu'on a trouvé aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Alors, quelle est l'histoire de ce chapeau, de ce bonnet ? Alors, donc, ce bonnet qui est rose a été inventé au début des années 2017, quand il y a eu le grand Women's March en Washington, juste après l'élection de Trump. Et donc, c'est devenu vraiment le chapeau contestataire. Il y a eu une vague rose, en fait, à Washington. Et en même temps, je trouvais ça intéressant parce que cette année-là n'était pas seulement celle de cette contestation-là, mais aussi celle de MeToo. Et donc, le Pussy Hat est devenu un peu le symbole de ce nouvel élan, finalement, féministe, de cette nouvelle vague féministe et de jeunes femmes qui se rendent compte que finalement, alors qu'on nous a dit dans les années 90 et même au début des années 2000, que le féminisme, on n'en a plus besoin. Alors qu'on s'est rendu compte, et on se rend compte tout le temps maintenant quand même, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout acquises finalement. Et bien, pour en savoir plus sur ces objets qui ont marqué l'histoire de la féminité et des femmes, eh bien, c'est à retrouver dans votre livre « 100 objets qui racontent une histoire des femmes » aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Annabelle Hirsch. Merci. Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu cet été, l'occasion pour Actuel d'une série à retrouver chaque mois pour regarder la place des femmes dans les compétitions passées. Pour ce premier épisode, gros plan sur les JO de 1924, c'était déjà à Paris. 135 femmes y avaient participé, le double des Jeux précédents à Anvers.
À quelles épreuves avaient-elles pu participer? Claire Pacalin et Stéphanie Trouillard ont fouillé les archives. En 1896, les femmes sont exclues des premiers Jeux olympiques modernes d'Athènes. Il faudra attendre 1912 pour qu'elles fassent leur apparition officielle aux Jeux. En 1924, elles participent aux épreuves de tennis, de natation et d'escrime. C'est la première fois que les femmes sont autorisées à nager le dos crawlé aux Jeux olympiques. L'épreuve se déroule dans cette piscine du nord de Paris, construite à l'occasion des Jeux. Elle est remportée par l'américaine Sybil Bauer, l'une des figures du sport féminin de l'époque, restée dans l'histoire de la natation. C'était un milieu assez masculin, la natation à ce moment-là. Et donc c'est vrai qu'elles étaient vraiment des pionnières dans ces épreuves et des nouvelles athlètes qui ont contribué ensuite à promouvoir les femmes dans ces épreuves-là. À l'époque, les performances des nageuses intéressent peu. La piscine est surtout célèbre grâce aux exploits de Johnny Weissmuller, futur Tarzan du cinéma. Il remporte 4 médailles, dont 3 en or. On retient souvent les médailles d'or, les médailles olympiques, mais ici on a eu particulièrement un nombre important de nageuses qui ont participé aux épreuves olympiques et qui ont eu aussi également des médailles. Des médailles qui seront cette année beaucoup plus mixtes qu'il y a 100 ans. En 1924, les femmes représentaient moins de 5% des athlètes. En 2024, pour la première fois dans l'histoire olympique, la moitié des athlètes seront des femmes. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.